Madame Emma Véran, adjoint à la ville de Cannes, représentant Monsieur le maire David Lisnard, Mesdames les élus, Monsieur le bâtonnier et deux autres qui doivent arriver prochainement, et les avocats sont souvent en retard, on les excusera, Mesdames et Messieurs les présidents d'association, Mesdames et Messieurs, lorsque le 9 février 2024, Robert Badinter est décédé, il est apparu indispensable à Cannes Université d'organiser rapidement une conférence, un événement pour rendre hommage, à travers une de nos Cannes conférences, à cet homme dont les valeurs d'humanité sont tellement proches de celles que nous essayons de défendre au fil des années dans nos programmes, dans nos interventions, dans nos colloques. Le fait que je sois avocat, beaucoup le savent, a joué. C'est vrai que dans le monde judiciaire, c'est quelqu'un qui est un exemple depuis très longtemps, qui est une référence, mais je ne pense pas que ce soit à cela qu'il faille le réduire. Robert Badinter, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a été important pour le monde judiciaire, c'est quelqu'un qui a été important pour l'ensemble de notre société et qui incarne des valeurs qui vont bien au-delà de ce monde, même s'il est peut-être plus sensible que d'autres à cela. Ça a été, à une époque où justement on ne peut être qu'une seule chose souvent, il a été sur de nombreuses fonctions. Ça a été un très grand avocat, on va vous en parler. Ça a été un très grand ministre de la Justice, et sans dire le moindre mal de qui que ce soit, peut-être le plus grand ministre de la Justice que nous ayons eu. Ça a été le président du Conseil constitutionnel, ça a été un auteur de très nombreux livres dans de très nombreux domaines, et un militant à tous les stades de la défense des droits de l'homme et des valeurs humaines. C'est aussi quelqu'un, et c'est quand même assez rare, dont la vie était en adéquation avec les valeurs qu'il défendait, dont l'intégrité morale et intellectuelle, toujours très très forte, a été toujours à l'aune de ce qu'il pratiquait dans sa propre vie politique, voire personnelle, en tout cas de ce qu'il donnait de sa vie personnelle et ce que nous en savons. Donc ça nous paraissait très important de rendre cet hommage, et pour le rendre, il nous paraissait aussi important de transmettre ces valeurs à une autre génération. C'est pour ça que je suis extrêmement content, et c'est la première fois que nous mettons en place à travers une Cannes conférence, beaucoup d'entre vous sont des adhérents qui nous connaissent, l'intervention de lecteurs qui sont des jeunes de différents styles. Nous avons notre professeur de droit, jeune avocat, Guillaume Nathalie, secrétaire de la conférence du jeune barreau de Nice, qui initie nos adhérents, en général plus âgés que lui, au droit et qui en a un très grand succès. Mais nous avons aussi des lycéens qui sont ici présents avec leurs professeurs et d'autres camarades de classe, des lycées Carnot et Stanislas, et qui vont nous aider à travers ces lectures à mieux connaître et mieux appréhender les différents aspects de cette personnalité. Et puis nous avons surtout, une intervenante, et je suis extrêmement fier que dans ce délai très court, et je remercie l'équipe de Cannes Université d'avoir accepté de rajouter à notre programme, vous le savez, qui est prévu à l'avance, cet événement. Je remercie beaucoup Manuela Minskowski d'avoir accepté de venir dans un emploi du temps compliqué, et pour rendre hommage à Robert Badinter. Je pense que vous étiez particulièrement bien placé, peut-être la mieux placée pour nous en parler, parce que vous incarnez vous aussi cette parole, cette vision. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup ici, mais quand même, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes une avocate pénaliste reconnue, vous êtes à la tête du cabinet de feu Hervé Thémine, vous êtes aussi un écrivain, et ça vous fait un lien très très fort avec Robert Badinter, et d'ailleurs vous dédicacerez vos livres. L'avocat était une femme, et par-delà l'attente, et je sais que vous êtes en train d'en préparer un autre. Vous êtes quelqu'un qui défend ses valeurs, et qui aujourd'hui va nous aider à les transmettre à tous dans cette salle et bien au-delà. Je vous remercie beaucoup de votre présence, et nous sommes à votre écoute. Merci. Je vous remercie pour cette introduction et me dire que je serai la mieux placée pour rendre hommage à Robert Badinter. Ce serait un peu présomptueux de ma part de l'affirmer moi-même. Il y a beaucoup d'avocats qui ont eu la chance de le connaître, certains de travailler avec lui, d'avoir été leur collaborateur. Mais c'est vrai que j'ai une histoire particulière avec Robert Badinter qui n'est absolument pas une connaissance intime. Je n'ai pas eu cette chance, mais en revanche, il a suscité en grande partie ma vocation
car c'est un métier de lignée, on dit souvent, c'est un métier de transmission. C'est pour ça que je suis particulièrement contente que des jeunes avocats et lycéens soient avec nous ce soir. Et c'est une rencontre que j'ai faite, une rencontre, c'est beaucoup dire. J'étais dans une brasserie au Lutetia avec ma mère. Je devais avoir une dizaine d'années. On déjeunait, d'ailleurs, c'était assez rare qu'on déjeune comme ça toutes les deux au restaurant. Je ne sais pas quelle était l'occasion. Et j'avais remarqué que derrière elle, à une table, et donc finalement en face de moi, il y avait cet homme très élégant, avec ses cheveux blancs, ses grands sourcils, qui dégageait un sentiment de sérénité extrême et de calme absolu. Face à lui, il avait un convive qui était très animé, qui parlait avec les mains. Lui ne disait pas grand-chose. Et à intervalles réguliers, tout un tas de personnes venaient le saluer. Donc j'ai fini par demander à ma mère, mais qui c'est, puisque c'était manifestement quelqu'un qui bénéficiait d'une certaine notoriété, mais que moi-même j'ignorais. Elle s'est retournée, elle me dit « Ah, c'est Robert Badinter, le monsieur qui a fait abolir la peine de mort. » Et là, je vous avoue que ça a vraiment été comme une espèce de choc, voire d'épiphanie, d'avoir face à moi quelqu'un qui avait accompli quelque chose de si important pour la France. Et on va parler de son parcours, mais ce que je voudrais dire immédiatement, là, en me replongeant dans son histoire, dans ses combats, dans son combat, c'est à quel point il a su tirer parti des tragédies de l'histoire, de son histoire, et aussi de ses échecs en tant que professionnel, pour en tirer le meilleur, c'est-à-dire cette réforme indispensable et beaucoup trop tardive qui a été celle de l'abolition. Et donc on est vraiment dans un mécanisme de résilience absolument exemplaire pour tous. Donc nous allons aborder 4 thèmes ce soir, les 4 combats de Robert Badinter, parmi d'autres, puisqu'il en avait beaucoup. Et donc nous allons d'abord vous parler, puisque c'est quand même ce qui nous a le plus marqué et a le plus marqué notre pays. Nous allons parler de l'abolition, mais aussi après de la dépénalisation de l'homosexualité, car on lui doit, de l'humanisation des prisons, qui était un thème très cher à son cœur et plus ignoré que le reste, et pour terminer, ce qu'il a pu faire pour la mémoire de la Shoah. Donc, pour ouvrir le bal, je vais appeler maître Guillaume Nathalie, mon jeune confrère. À chaque thème, nous allons commencer comme ça, par la lecture d'un texte de Robert Badinter, car finalement, ces mots à lui sont les plus précieux. On vous écoute. En septembre 81, c'est un moment décisif, et il doit transmettre la passion qu'il a avec les mots qu'on lui connaît forts, de conviction. Le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous est d'abord un débat de conscience. Et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qui l'ont emporté au moment privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture, malgré les esprits précautionneux qui, dans le pays, s'exclamaient à l'époque que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux scélérats. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont elle a été si souvent le foyer et le pôle, à abolir la peine de mort. Alors pourquoi le silence a-t-il persisté et pourquoi n'avons-nous pas aboli? Rien n'a été fait pendant les années écoulées pour éclairer cette opinion publique. Au contraire,
On a refusé l'expérience des pays abolitionnistes. On ne s'est jamais interrogé sur le fait essentiel que les grandes démocraties occidentales, nos proches, nos sœurs, nos voisines, pouvaient vivre sans la peine de mort. Il n'a jamais été établie une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. En fait, ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont qui, celles-là, sont nobles. La question ne se pose pas, et nous le savons tous, en termes de dissuasion ou de techniques répressives, mais en termes politiques et surtout de choix moral. Voici la première évidence. Dans les pays de liberté, l'abolition est presque partout la règle. Dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. Ce partage du monde ne résulte pas d'une simple coïncidence, mais exprime une corrélation. La vraie signification politique de la peine de mort, c'est bien qu'elle procède de l'idée que l'État a le droit de disposer du citoyen jusqu'à lui retirer la vie. C'est par là que la peine de mort s'inscrit dans les systèmes totalitaires. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives, à l'aube, sous le dé noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. À cet instant, plus qu'à aucun autre, j'ai le sentiment d'assumer mon ministère, au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit, c'est-à-dire au sens de service. Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort. Législateur français, de tout mon cœur, je vous en remercie. Je vous remercie pour ces extraits de ce fabuleux discours et notamment les derniers mots de Robert Badinter à l'Assemblée nationale. Alors, comment Robert Badinter passe-t-il d'un abolitionniste, puisqu'il était favorable à l'abolition depuis ses études de droit, à un véritable militant de l'abolition? Comme je vous le disais tout à l'heure, Robert Badinter, il va tirer tout son parcours et ses réalisations de ses échecs. Il a 17 ans à la fin de la guerre, Robert Badinter. J'en dirai quelques mots complémentaires tout à l'heure, mais il a eu cette adolescence entre Paris, Nantes, Lyon. Il a perdu son oncle et sa grand-mère qui ont été déportés. Sa grand-mère maternelle, elle, malade, qu'ils ont dû laisser à Paris, va décéder également. Et son père, Simon, va être arrêté par la Gestapo à Lyon, déporté, et il l'attendra comme beaucoup, et il ne reviendra jamais. Donc il a 17 ans, il fait des études de droit, il part aux États-Unis, il se décrit comme un bon vivant, une espèce de dandy. Alors je dis il se décrit, mais ça c'est dans ses interviews, dans ce qu'il a pu confier à des biographes. Mais ce qui fait son originalité, c'est qu'il n'a jamais écrit son autobiographie, ce qui est très rare pour ce type de personnalité. Et l'écrit le plus intime qu'il ait fait, c'était il y a quelques années, sur sa grand-mère, Idis, celle qui est décédée malade à Paris, qui vivait avec eux, qui était une immigrée de Bessarabie, des deux côtés en fait de ses parents, qui se sont rencontrés à un bal qui réunissait cette communauté à Paris. Et donc il n'a jamais écrit sa biographie, mais on sait ça de ses interviews, de ce qu'il a bien voulu confier à des biographes, cultivant une certaine culture du secret, mais
il a expliqué qu'on l'appelait le bon vivant, qu'il était un dandy. Et quand il s'inscrit au barreau, il va faire une rencontre majeure dans sa vie d'avocat, ce qui est souvent le cas des avocats, ou en tout cas ce que je leur souhaite, puisque moi c'est ce que j'ai connu, hein, de rencontrer un véritable mentor en la personne d'Hervé Temim, qui est décédé brutalement l'année dernière. C'était aussi... il est tombé dans le coma au mois de février, donc c'est vrai que cette mort de Robert Badinter cette année résonnait particulièrement pour moi. Et donc il rencontre son mentor, Henri Torres, qui était un avocat pénaliste qui ne lui ressemblait en rien, qui en revanche ressemblait en tout à l'image d'Épinal que vous avez tous de l'avocat pénaliste, et qui fait que pour les femmes c'est pas souvent facile, et que c'est pour ça que j'ai écrit ce fameux livre L'avocat était une femme, c'est-à-dire un homme de forte corpulence, avec une grosse voix, avec beaucoup de charisme, peu de discrétion, à peu près l'opposé de ce qu'était Robert Badinter, qui avait cette stature longiligne, sérieuse, presque froide, très loin de l'image qu'on peut avoir d'un Dupond-Moretti, par exemple, qui, certainement comme Henri Torres, incarne physiquement et dans l'attitude parfaitement ce que vous imaginez du bon avocat pénaliste. Et c'est Torres qui va tout lui apprendre. C'est Torres qui va lui apprendre que on n'aime pas les gens que l'on défend, ou en tout cas ce n'est pas le sujet. Ce que l'on aime, c'est défendre. Et il va s'illustrer dans certaines affaires de pénal. On trouve dans les écrits de l'époque toujours des mots très élogieux sur ses plaidoiries. Mais quand Torres, en 1955, va décider d'arrêter la profession pour faire de la politique, Robert Badinter, qui a envie de gagner de l'argent, il est issu d'une famille bourgeoise. Quand il naît, ses parents se sont installés dans les beaux quartiers, dans le 16e arrondissement, à côté de la place de l'Étoile. Les études ont toujours été très valorisées, très importantes pour ses parents. Son père était fourreur, et il va laisser de côté le pénal, Robert Badinter, à ce moment-là. Il veut fonder un cabinet d'affaires à l'américaine. Il va rencontrer Jean-Denis Bredin. Ils vont s'associer de la même façon. Ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais ils vont créer ce cabinet qui existe toujours aujourd'hui, le cabinet Bredin-Pratt. En tout cas, la continuité de ce cabinet créé par Robert Badinter et Jean-Denis Bredin. Et il devient un véritable avocat d'affaires. Un avocat d'affaires qui va gagner très bien sa vie et ne plus s'occuper des affaires pénales. Il va finalement être rattrapé par tout ça au début des années 70 par le demi-frère de Jean-Denis Bredin, un avocat qui s'appelait Philippe Lemaire, qui lui était resté un avocat pénaliste pur et dur, et qui a besoin d'être épaulé pour un procès à trois, retentissant, où un homme risque sa tête alors qu'il est convaincu de son innocence. Et il va voir son demi-frère Jean-Denis Bredin qui refuse de l'accompagner. Et Robert Badinter, lui, va accepter. Finalement, la cour d'assises, il le connaît bien. C'est là qu'il a fait ses armes. C'est là qu'il s'est illustré. Et il est abolitionniste, comme je vous l'ai dit. Il a cette conviction. Donc oui, il va aller défendre quelqu'un qui risque sa tête. Et donc il part à Troyes pour défendre Bontemps, qui était un détenu, qui, avec son co-détenu Buffet, avait imaginé une évasion qui a mal tourné et qui a conduit à la mort d'une infirmière et d'un gendarme, d'un surveillant, qui ont été tués par la lame d'un couteau de façon extrêmement violente. Mais il y a dans le dossier la preuve que si Buffet a porté les coups mortels, Bontemps, lui, n'a pas tué. Et donc, il paraît évident, et même la presse s'en est convaincue, qu'il ne pourra pas être condamné à mort puisqu'il n'a pas tué. Et c'est d'ailleurs ce que Badinter dit à son client, c'est ce qu'il raconte, hein.
Et très vite, il arrive très inquiet. Buffet va revenir sur ce qui avait disculpé Bontemps. Un expert revient aussi sur ce qu'il avait affirmé pendant l'instruction et ce qui est extrêmement mauvais pour la défense. Badinter décide donc d'utiliser une expertise qui pourtant avait été annulée par la chambre d'accusation, donc on n'a absolument pas le droit de faire ça, mais parce que l'enjeu est trop fort. Il y a la vie d'un homme dans tout ça, donc il y a tout un incident avec le président de la cour d'assises qui lui interdit d'en parler, mais il continuait à marteler que si il y a dans le dossier une expertise qui montre que le couteau que Bontemps avait dans sa poche n'a pas pu causer les coups mortels, mais le procès très vite lui échappe. Il le sent, il plaide et Bontemps est condamné pour la complicité sans circonstances aggravantes. Il est condamné à la peine de mort. Badinter et les autres avocats vont aller essayer de décrocher la grâce présidentielle auprès du président Pompidou, déjà malade à cette époque, qui va la refuser. Et au petit matin, il va aller assister à l'exécution. Il avait été prévenu par Torres qu'un avocat qui a assisté à une exécution n'est plus le même avocat. Et il va en faire l'expérience. Et à partir de ce matin-là, où il décrit qu'ils étaient finalement tous avec des yeux de meurtriers, tous complices d'un crime, qui plus est à ses yeux d'une erreur judiciaire, il va décider de devenir un militant de l'abolition et d'accepter tous les dossiers qu'on va vouloir lui confier impliquant un risque de peine de condamnation à mort. Et c'est comme ça qu'il va accepter de défendre Patrick Henry, un homme qui a enlevé un enfant de 7 ans, qu'il a tué de sang-froid, et qui comparaît à Troyes en 1977, si je ne me trompe pas. Donc il retourne dans cette même cour d'assises où il a vécu cet échec cinglant qui l'a marqué pour toujours, mais avec une rage et une expérience de la défense tout à fait différente de ce qu'il avait pu vivre quand il avait défendu Bontemps. Alors, si vous me permettez moi aussi de vous faire une courte lecture, je pense que c'est très important pour vous, en tout cas ça me semble intéressant, de savoir ce qu'il a plaidé ce jour-là. C'est une plaidoirie historique, évidemment, pour l'histoire, pour notre histoire, et pour les avocats pénalistes et tous les avocats d'autant plus. Déjà, il va évidemment raconter ce qu'il a vécu avec Patrick Henry, avec Bontemps, et expliquer aussi ce qu'est un procès médiatique. Il dit: il n'existe pas de grand procès. On croit que, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de journalistes, c'est un procès différent des autres. Ce n'est pas vrai. Ici, c'est lui, c'est vous, et c'est un peu moi. Quand tout sera fini ce soir, ce ne sera pas fini pour lui, pour vous et pour moi. Ici même, le même avocat général avait demandé avec les mêmes mots la même peine. Je m'étais battue pendant 4 jours pour que la Cour reconnaisse que Roger Bontemps n'avait tué personne. La Cour l'a reconnu, la Cour l'a condamné à mort. Et là, ce qu'il va faire de très innovant, si je puis dire, et que les avocats pénalistes connaissent tous cette histoire, cette façon dont il a plaidé, il va prendre les jurés les uns après les autres à partie. Il va s'approcher d'eux, il va les pointer du doigt et il va leur parler à chacun et les mettre devant leurs responsabilités. Il les prévient: vous êtes seuls, il n'y aura pas de grâce présidentielle. Vous et vous. Quand monsieur l'avocat général demande la peine de mort, c'est à vous après qu'il la laissera. Vous êtes seuls. Vous seuls ici avez le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Cela vaut bien dans une vie de femme et d'homme qu'on y réfléchisse à 2 fois. Si je dois y retourner avec Patrick Henry, il faut que je sache pourquoi et que vous le sachiez aussi. Évidemment, quand il dit si je dois y retourner avec Patrick Henry, il parle d'être au pied de la guillotine.
L'avocat général a dit trait pour trait ce que son prédécesseur disait il y a 2 siècles à propos de la torture. Il vous demande de l'expédier avec un certificat normal, bon à exécuter. Ce n'est pas vrai. Il y a des siècles que l'on dit cela, qu'on le répète de génération en génération, et ce n'est pas vrai. S'il y a un endroit où on ne peut croire à l'exemplarité de la peine de mort, eh bien c'est ici. Où habitait Patrick Henry quand Buffet et Bontemps ont été condamnés à mort? Il habitait à Troyes, et je vous le dis, il y a des images d'archives qui montrent Patrick Henry parmi la foule exigeant la condamnation à mort de Bontemps. Ça ne l'a pas empêché de commettre son crime. Et donc c'est ça qu'il leur dit. Où habitait Patrick Henry? Vous n'exécutez pas une fonction de défense sociale avec cette fonction sanglante. On apaise, on fait croire que l'on défend, on trompe. À mort, c'est politiquement payant. Et moi, je vous dis, si vous le coupez en deux, cela ne dissuadera personne. Il y a l'horreur qui nous saisit et puis cette passion de vengeance naturelle et légitime des parents. Il vous est arrivé ce que je n'ai jamais vu dans une affaire. C'est que vous l'avez vécu jour à jour, comme une constitution globale de partie civile. Cet homme, il nous fait d'autant plus horreur qu'il n'est pas lui venu d'ailleurs. Il y a une sorte de fureur d'exorcisme dans le cas Patrick Henry. On compte sur vous pour apporter des fagots dans cet exorcisme-là. L'horreur, si vous le tuez, votre justice est injuste. Qu'est-ce que la justice quand la douleur des parents, quand les larmes d'une Madame Henry n'apaisent pas les larmes d'une Madame Bertrand? La justice, elle, est la proclamation des valeurs d'une société où elle n'est rien. Qu'est-ce donc une société qui traite la guillotine comme un bien de famille? Qu'est-ce qui a la légitimité, le droit de tuer? Vous allez voter maintenant. C'est vous et vous seul, et chacun de vos votes est acquis pour toujours. Et puis il y aura un autre crime affreux. Mais ce que Robert Badinter va porter avec la plus grande intransigeance, et c'est vraiment une leçon pour beaucoup d'autres réformes de procédure pénale que l'on peut faire, c'est que soit il y a un principe, soit il n'y en a pas. On ne peut pas affirmer quelque chose et y apporter de multiples exceptions, et même souvent une seule exception ouvre la voie à d'autres dans le futur. Qui, sait-on, sera aux affaires? S'il y avait cette exception, eh bien, ils pourront en ajouter une autre. Donc, il était évident pour lui qu'on abolissait ou qu'on ne faisait rien. Donc, on abolit sans exception, et particulièrement au Sénat, il se bat pour éviter la moindre atténuation de ce principe. La France est quand même le dernier pays d'Europe occidentale à abolir. On est vraiment très en retard sur le sujet. Et donc ce qu'il a fait pour la France ce jour-là, ce qu'il a fait pour la France en plaidant d'abord pour Patrick Henry, puisque c'est ça aussi qui fait la beauté de notre métier, hein, dans les prétoires, la société, elle est toujours en avance sur les législateurs. Il y a beaucoup de combats. Vous pouvez penser évidemment à Gitel Halimi et à la légalisation de l'avortement. C'est dans les prétoires que les choses se jouent. Et ce sont les avocats, mais aussi évidemment et surtout les juges, les jurés, qui apportent une voix nouvelle et qui parfois forcent le législateur à en tirer les conséquences. Et moi, j'aime beaucoup ce que Robert Badinter a dit après avoir réussi à obtenir le vote au Sénat. Il faut savoir qu'il était hugolâtre. Il adorait Victor Hugo. Il avait chez lui des bustes, des textes, des livres. Il était absolument fanatique de Victor Hugo. Et ce qu'il dit au Sénat, à la fin, quand il obtient le vote, je regardais ce 30 septembre 1981, le vœu de Victor Hugo, l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort était réalisée. La victoire était complète. Instinctivement, je me suis rapprochée de la place de Hugo au Sénat et je me suis dit, eh bien, c'est fait. Et à ce moment-là, il s'est souvenu d'une remarque de Victor Hugo. Tant que la peine de mort subsistera, il n'y aura point de civilisation vraie. Et donc on imagine l'émotion qui a pu être la sienne à ce moment-là, de se dire, grâce à moi, alors il n'était pas seul, évidemment, il y a tous ceux qui ont voté, et souvent contre leurs électeurs, contre leur classe politique, mais tout de même, c'est lui qui a porté cette décision-là, cette réforme-là, et l'entrée
réelle de la France dans la civilisation totale. Voilà. Alors maintenant, on va passer à un autre combat de Robert Badinter, souvent moins connu, qui est la dépénalisation de l'homosexualité. Et je vais inviter Monsieur Thomas Giraud du lycée Carnot à venir nous lire l'extrait d'un texte. Il s'agit d'un discours prononcé lors de la cérémonie de clôture du 4e Forum mondial des droits de l'homme à Nantes, le jeudi 1er juillet 2010, par M. Robert Badinter, sénateur, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, ancien président du Conseil constitutionnel. Mesdames et messieurs, j'aurais voulu participer directement à cette grande réunion et achever avec vous cette grande semaine dédiée à toutes les formes de lutte contre les violations des droits de l'homme. Et tout particulièrement en attirant votre attention pour souligner l'importance de combattre un des fléaux les plus graves, une des atteintes les plus insupportables à la liberté des droits humains. Je veux dire la répression de l'homosexualité dans le monde. Ne croyez pas que j'évoque là des sociétés lointaines ou des époques révolues. La persécution des homosexuels remonte à la plus antique histoire. Tous les fanatismes, qu'ils soient religieux, sectaires ou politiques, ont poursuivi de leur haine les homosexuels. Nous nous disons que cela appartient au passé. C'est une erreur. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, sachez qu'il existe encore 7 États où l'homosexualité, librement pratiquée entre des adultes consentants, est punie de mort. 30 États où l'homosexualité est considérée comme un crime, appelant à une peine supérieure à 10 ans de prison. 40 États où les peines vont jusqu'à ce niveau-là. Sans parler de ces États si nombreux où l'on pourchasse l'homosexuel, on le traque, on le jette en prison, sous des prétextes les plus divers d'atteinte à l'ordre public. On l'emprisonne et on le fouette, parfois jusqu'à la mort ou l'invalidité. C'est aujourd'hui la tragique réalité de la persécution pénale des homosexuels. Je ne parle pas ici seulement de l'homophobie des voyous, de ceux qui traquent l'homosexuel et se livrent sur lui à des exactions. Je parle aussi des régimes inscrits dans la loi de certains États et que nous ne pouvons pas admettre. Alors, s'agissant de tout ce qui constitue cet outrage majeur aux droits de l'homme, qu'il s'agisse du droit premier, je le rappelle, entre adultes consentants de disposer de son corps, qu'il s'agisse du respect de la vie privée, qu'il s'agisse de la non-discrimination, de la pénalisation de l'homosexualité, est une atteinte insupportable aux droits de l'être humain, de l'homme et de la femme. Nous ne pouvons pas rester indifférents quand nous apprenons que dans tel État du Proche ou du Moyen-Orient a été flagellé ou pendu jusqu'à la mort un être humain pour crime d'homosexualité, ou que certaines femmes ont même été lapidées. On appelle donc à la conscience et à la mobilisation de tous, en disant que nous devons solidariser avec les victimes de cette persécution. Je demande que lorsque nous apprenons que tels crimes sont commis par des États, une protestation unanime s'élève de la part de tous ceux qui ont foi en les droits de l'homme. Je demande enfin que nous nous mobilisons pour que soient votés par les Nations Unies les textes qui permettraient de mettre un terme à ces persécutions, qu'en attendant l'abolition universelle du délit ou du crime d'homosexualité, comme l'abolition universelle de la peine de mort, nous nous mobilisons pour réclamer un moratoire à l'encontre de toutes les poursuites ou les condamnations pour un délit ou le crime d'homosexualité, et que nous devons arrêter ces persécutions, que nous retenions le bras du bourreau. J'attends cette protestation unanime de tous ceux qui combattent pour les droits de l'homme. Et je souhaite que soit reconnu et que nous militons dans ce sens le droit d'asile à tous ceux qui sont persécutés dans leur pays à raison de leur orientation sexuelle. Nous demandons le moratoire, le droit d'asile, l'abolition du crime ou du délit d'homosexualité. Ce reste de barbarie humaine qui s'exerce contre des adultes en fonction de leur choix libre et consenti. Voilà une des luttes que nous devons soutenir, et ce sont ces propos que j'aurais souhaité vous adresser directement. Mais je sais qu'en les exprimant aujourd'hui, même de cette façon, ils trouveront dans vos cœurs et dans vos convictions la plus ferme enracinement, et que vous militerez dans cette grande cause qui est la disparition, l'abolition universelle du crime d'homosexualité. Merci. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est
était assez extraordinaire, c'est que la France avait été le premier pays en 1791, donc pendant la Révolution française, à dépénaliser totalement tout ce qui pouvait avoir trait à l'homosexualité, ce qui avait été rétabli sous le régime de Vichy. Et donc on se retrouve au début des années 80 en étant un des pays où encore il y a une discrimination dans le code pénal et la pénalisation des rapports homosexuels par une différence en fait dans l'âge de la majorité sexuelle. C'est-à-dire qu'on considère que si il s'agit d'une relation homosexuelle, et bien dans ces cas-là, tout mineur de moins de 21 ans, alors que pour les relations hétérosexuelles, on va considérer comme condamnables les relations avec des mineurs, mais quand ils ont moins de 15 ans, comme aujourd'hui encore, la majorité sexuelle est à 15 ans, on pose la majorité sexuelle dans le cas d'un acte homosexuel à 21 ans. Et donc il y a cette discrimination, il y a aussi des peines plus aggravées en cas d'attentat à la pudeur. Et donc on est au début des années 80 dans ce pays avec une pénalisation des relations entre homosexuels de 15 à 21 ans et pas des relations hétérosexuelles. Donc Robert Badinter, qui est de cette gauche-là, attaché à l'universalisme des droits de l'homme et au refus, on en parlera peut-être en conclusion, au refus de la justice d'exception, des lois d'exception, des droits différenciés selon les personnes ou leur attitude ou quoi que ce soit, il va s'emparer très vite de ce dossier-là, et c'est ce qu'on appelle la loi Forny, qui va être votée en 1982 et qui va mettre fin à cette différenciation. Et donc c'est vraiment la fin totale en France de la pénalisation de l'homosexualité. Et il va ensuite se battre, comme vous venez de le voir dans ce discours, comme il le faisait pour l'universalisme de l'abolition de la peine de mort, pour l'universalisme de la reconnaissance de la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde entier. Et ce qu'on sait aussi assez peu, c'est qu'il a écrit une pièce de théâtre, Robert Badinter, et cette pièce de théâtre était sur le procès d'Oscar Wilde, parce qu'il était très choqué par le traitement que l'Angleterre victorienne avait fait des homosexuels, et il a écrit cette pièce qui, je crois, a eu un succès modéré, mais ce qui montre à quel point il était attaché et révolté par ce sujet-là. Et il écrit d'ailleurs une phrase qui va faire résonance avec le sujet qu'on doit aborder après, par rapport à ce qui est arrivé à Oscar Wilde, et notamment le fait qu'il avait été placé en détention, qui est celle-ci. C'est un mot qu'il emprunte à Oscar Wilde lui-même. Ce qu'il y a de plus terrible avec la prison, ce n'est pas qu'elle vous brise le cœur. Tous les cœurs sont faits pour être brisés. C'est qu'elle le change en pierre. Et c'est une des dernières répliques de cette pièce que Robert Badinter a écrit dans son combat pour la dépénalisation de l'homosexualité, et qui est en lien évidemment avec un autre de ses combats que nous allons aborder maintenant, qui est l'humanisation des prisons. C'est vraiment une très belle citation d'Oscar Wilde qu'il s'approprie à la fin de sa pièce. Alors, pour parler des prisons, nous avons... Alors, ça va être une interview. Donc, il y a 2 personnes. Donc, Julien Roux et Sven Schott du lycée Stanislas. Donc, en 2015, lors de la préparation du documentaire La parole est au garde des Sceaux, réalisé par Joseph Beauregard et diffusé sur France 5, Robert Badinter avait accepté d'évoquer le sort des détenus et de l'état des prisons. Aviez-vous conscience que vous seriez, une fois nommé,
au moins autant ministre des prisons que de la justice. Je le savais, et je connaissais l'état des prisons. Mais on n'imagine pas ce que j'ai découvert en tant que garde des Sceaux, ce qui paraît étonnant pour un homme qui depuis 30 ans avait fréquenté la prison. Les situations s'avéraient encore plus douloureuses et plus inhumaines que je le croyais. Les avocats ne connaissaient qu'une partie de la réalité. Quand vous allez visiter un détenu, vous le rencontrez au parloir. C'est le côté jardin, pas le côté cour. Vous ne voyez pas sa cellule. C'est lui qui vient vous voir au parloir des avocats. En revanche, vous recevez les confidences des détenus et celles des gardiens pendant que vous attendez que le client arrive. J'aimais parler aux gardiens, savoir comment les choses se passaient, et j'avais par eux la révélation de problèmes considérables. Nous avons, structurellement, en France, une sorte de refus séculaire et collectif de régler la question. Donc, vous m'aviez dit un jour votre angoisse et le choc que vous aviez eu en découvrant cet univers pénitentiaire. Pouvez-vous nous dire un mot de ce choc et de cette angoisse? Oui, je me souviens très bien de cette venue en prison pour la première fois à l'âge de 23 ans. C'était au printemps 1951. J'avais de la prison une idée littéraire, et tout était si différent de ce que j'avais imaginé. Non, pas que ce fût une sorte de camp où régnait obstanticiellement la violence, pas du tout. C'était, comment dire, un lieu extraordinairement bruyant. Ce fut ma première surprise. Les portes claquaient, cela résonnait beaucoup, et tout le temps. Les nuits en prison ne sont pas du tout les nuits de silence qu'on imagine. Vous entendez des cris, et cela continue de résonner de tous les côtés. Il y avait aussi une odeur permanente de cuisine. On faisait à cette époque la cuisine dans les prisons, et il flottait une espèce d'atmosphère de chou. Et puis il y avait une sorte de présence du passé, les souvenirs de tout ce qui était advenu à Fresnes dans les années immédiatement antérieures. La fin de la guerre n'était pas si lointaine. Il y avait encore quelques collaborateurs en instance de jugement, ou pas encore transférés. Tout cela pesait. Je savais ce qu'il s'était passé à Fresnes, et qui avait été exécuté. J'ai donc ressenti cette angoisse, jamais complètement effacée. À chaque fois que je suis sorti de prison, à l'issue d'une visite, quand j'étais avocat, il y avait ce sentiment de passer d'un monde à l'autre. C'est fort, c'est si fort. Oui, vous sortez et vous éprouvez la liberté. Votre intérêt remonte-t-il à cette époque? Depuis, je n'ai jamais cessé de m'y intéresser. Je n'ai jamais cessé de lutter pour l'amélioration de la condition carcérale. Quand je suis arrivé à la chancellerie, nous étions en état de surpopulation pénale très marquée. Il y avait moins de prisons, moins de détenus, mais beaucoup trop de détenus par rapport à l'espace disponible. Les conditions d'hygiène et de promiscuité étaient affreuses. Une chose est d'en entendre parler ou de lire à ce sujet. Une autre est d'être là, présent, dans la cellule, et de se dire intérieurement « Pardon, oh mon Dieu ». En dehors de Les hommes politiques s'intéressent-ils à cette question? En dehors de Valéry Giscard d'Estaing, à qui cela n'avait pas beaucoup réussi en termes de popularité, aucun président de la République ne prend jamais l'initiative d'aller dans les prisons. Mitterrand disait « Non, non, vous y êtes, ça vous intéresse, je vous fais confiance ». Même chose pour les premiers ministres. J'ai décidé de fermer immédiatement les quartiers de haute sécurité, qui avaient tant défrayé la chronique et qui ne servaient d'ailleurs à rien, sinon à détruire les hommes. J'ai supprimé la tenue pénale, les parloirs tels qu'on les voit dans les vieux films, où le gardien circulait entre le détenu et sa famille. C'est affreux à entendre et à voir. J'ai supprimé cet enfer. J'ai libéralisé l'usage du téléphone, autorisé la télévision. On n'imagine pas aujourd'hui le scandale qu'a causé cette annonce. Pourtant, les gardiens étaient très favorables. Eh bien, ça a été un tollé épouvantable. L'opinion croyait dur comme fer au mythe des prisons 4 étoiles, qui s'inscrit dans toute la littérature des journaux populaires de la fin du XIXe siècle. On prête à ces prisons un confort qu'elles n'ont pas. C'est ainsi, je disais toujours, il faut agir, et n'en parler jamais. Surtout, éviter d'en parler. Je pratiquais l'anti-communication. Maintenant, vous avez écrit que l'état de nos prisons constitue une humiliation, un scandale permanent. Est-ce que vous reprendriez ces termes aujourd'hui? Oui. C'est une humiliation pour la République.
Quelle dignité reste-t-il à un homme quand on l'enferme avec 3 autres dans une cellule avec les toilettes ouvertes? Quelle dignité? La question est brutale, la réalité cruelle. J'ai écrit un livre sur la prison républicaine pour essayer de comprendre. J'ai finalement compris que, pour les démocraties, il y a une loi d'airain qui pèse sur les prisons. On peut la résumer ainsi. On ne peut pas assurer aux détenus un traitement meilleur que celui du travailleur libre le plus démuni. Le public, l'opinion, la société ne l'admettent pas. La cruauté de la condition qui a été longtemps celle des couches populaires et qui pour certains perdure vous contraint. Vous avez l'obligation d'élever le niveau de vie du travailleur le plus démuni à une condition convenable pour pouvoir améliorer l'état des prisons et respecter la dignité humaine. Merci. Donc, grâce à cette interview, vous avez pu voir tout ce que Robert Badinter a fait pour améliorer le quotidien des prisonniers. Il faut voir que c'est immense, hein, tout ce qu'il a fait d'un coup. On est vraiment passé à la prison moderne grâce à lui, et notamment, en effet, l'accès à la télévision. Il avait même fait en sorte, parce qu'à ce moment-là, toutes les cellules n'étaient pas équipées, mais de louer des postes de télévision pour que l'ensemble des détenus puissent regarder la finale de la Coupe du Monde de football, je crois en 82, mais peut-être que je me trompe de date. Enfin, au début des années 80 en tout cas, parce que ça lui tenait très à cœur que leurs droits soient reconnus et qu'ils puissent en fait avoir des discussions aussi entre eux, avec les gardiens, au sujet du match, au sujet des films, au sujet des nouvelles. Il avait très vite compris à quel point ce qui se passe en prison, en détention, va définir la sortie, puisque à de très rares exceptions près, et même s'il y en a qui restent très très longtemps, ils finissent toujours par sortir, ces détenus. Et la société a tout intérêt à les préparer à cette réinsertion. Il a dit de façon extrêmement claire, on oublie que la prison est une période transitoire de la vie des détenus. Il y a toujours le cri « Ah, il faut augmenter les peines, durcir la répression ». Oui, mais il demeure que, sauf à tourner le dos à l'idéal républicain, la conception de la prison doit être, bien sûr, la sanction, mais aussi l'amendement et la réinsertion. On ne peut pas dissocier les termes de l'équation, c'est impossible, ou alors ce sont des prisons dépotoirs dans lesquelles on jette les gens. Et où la société finit par les récupérer dans un état encore pire que celui qui a conduit à les amener à la case prison. Il y avait cette volonté d'assurer la réinsertion, mais aussi, ce qui lui tenait très à cœur, c'était la réhabilitation. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui, quand on exerce ce métier, est très important pour nous, puisque si on défend ces gens-là, c'est aussi pour ça, pour qu'un jour ils puissent être réhabilités. Et il y a tout un tas de périodes de l'histoire, et peut-être même un fond général, où on ne croit pas à cette réhabilitation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup que certaines personnes coupables de certaines infractions ne devraient plus jamais exercer leur métier, même si ce n'est pas du tout ce que la justice a prononcé, même s'il n'existe pas judiciairement de peine perpétuelle de ce type. Mais on estime que s'ils ont fauté, eh bien, tant pis, et qu'on ne devrait plus jamais les mettre en valeur, et qu'on ne devrait plus jamais les voir, et que finalement, le pardon ne serait plus accordé, ce qui est assez loin, en fait, d'ailleurs, de la morale judéo-chrétienne qui a fondé nos valeurs sociales. Et on est aujourd'hui dans des années où cette idée même est totalement remise en question. Et Robert Badinter citait souvent une phrase de Victor Hugo, encore, qui est très précieuse, me semble-t-il. Il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sentence ne peut retrancher, le droit de devenir meilleur. Et Robert Badinter était très attaché à ce principe hugolien auquel nous sommes tous très attachés, auquel même la justice est attachée. Et c'est pour ça que la prison avait pour lui cette fonction évidemment de sanction, mais aussi de réinsertion, et qu'il était attaché à
à la réhabilitation. Il a écrit, ça aussi peu de gens le savent, un livret d'opéra qui avait été mis en scène par Olivier Py sur l'état de la prison de Clairvaux au XIXe siècle. Donc on voit que c'était non seulement un homme de justice, un homme de droit, mais aussi un homme de lettres qui a essayé de faire passer certains messages comme ça dans ses écrits. Ce qui faut préciser, en plus de tout ce que vous avez dit sur les quartiers de haute sécurité qui ont été abolis, c'est qu'il a réhabilité une prison à Mozac en en faisant une prison ouverte avec beaucoup de vitres où la clé était partagée entre le gardien et le détenu, où chacun pouvait circuler avec vraiment cette idée de sortie progressive, qui a été une expérience qui était à destination en majorité des personnes condamnées pour des délits ou des crimes sexuels, et qui a été une expérience assez proche de ce qu'on peut voir dans les pays du Nord. Robert Badinter, c'est aussi lui qui a créé le travail d'intérêt général en disant peut-être pas la peine d'aller désocialiser quelqu'un et peut-être qu'il vaut mieux le faire travailler dans une association, dans une entreprise. Il était très attaché aussi à cette idée de peine, de travail d'intérêt général. Et aussi, là où il a été plus critiqué, alors que quand on regarde la réalité des choses, il n'était pas forcément le plus fervent défenseur de ça, il y avait toutes les lois d'amnistie. Et ont été amnistiées tout un tas de personnes sous Mitterrand au moment du 14 juillet notamment, ce qui n'était pas la première fois, hein, ça avait été fait par des prédécesseurs, mais là c'est vrai qu'il y a eu cette impression qu'on vidait les prisons avec parfois des lois d'amnistie pour des personnes condamnées pour terrorisme régional, ce genre de choses, et il a été extrêmement critiqué pour ça. Et sa mère, qui elle a vécu longtemps et a pu voir son évolution, lui disait que c'était pas tous les jours facile de lire dans le journal que son fils était donc d'abord le défenseur des atteintes d'enfants, qu'à cause de lui et qu'on avait aboli la guillotine et laissé des criminels survivre, qu'en plus il vidait les prisons. Enfin, ça faisait beaucoup pour Madame Badinter, mais il y avait une surpopulation carcérale qu'on a encore aujourd'hui. Et ce qui était dénoncé par Robert Badinter, aujourd'hui, le problème est absolument criant, avec les mêmes enjeux qui se posent toujours, du risque que la société elle-même prend à entasser comme ça, avec des matelas par terre, des rats, enfin vraiment les conditions des prisons françaises ne sont absolument pas à la hauteur de la démocratie que nous sommes, et c'est la société qui prend ce risque-là, puisque ces gens, un jour, forcément, ils vont sortir. Et moi, je trouve parfois les magistrats rétifs à prendre en considération, pas tous du tout, je ne fais pas de généralité, mais à prendre en considération cette réalité et à dire finalement ça c'est pas notre problème, ça c'est l'administration pénitentiaire. Nous sommes la justice et on estime que telle personne doit aller telle période de temps en détention sans prendre en considération quelles vont être les conditions. Et que oui, il y a des peines alternatives, qu'on essaye de les promouvoir, que des peines courtes, ça ne sert à rien, qu'il y a des expérimentations dans d'autres pays, mais on a du mal, et les présidents de la République, de façon générale, comme le disait Badinter à l'époque, et comme on peut dire aujourd'hui, la prison est rarement une de leurs priorités. Donc il faut qu'ils aient un garde des Sceaux qui, en effet, soit très attaché au sujet pour qu'on puisse avancer. C'est aussi une question de moyens. Il y a évidemment toujours la solution de dire c'est pas grave, on va en construire d'autres, comme ça il y aura moins de surpopulation. Sauf que c'est pas une solution, puisque en fait les magistrats prononcent d'autant plus de peines de prison ferme. Donc c'est un peu vider l'eau de la mer. Et il est toujours aussi urgent qu'une véritable politique carcérale soit mise en œuvre. Alors on va finir par qui tenait très à cœur à Robert Badinter aussi, qui est la préservation, la sauvegarde et la continuité de la mémoire de la Shoah. Je vais appeler Manon Martello du lycée Stanislas, qui va nous lire un extrait
du discours de Robert Badinter pour le 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. À l'occasion du 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le 27 janvier 2005, une cérémonie de commémoration a eu lieu au lycée Ampère à Lyon, réunion de souvenirs pour les élèves juifs des écoles et lycées de Lyon et de la région arrêtés et déportés. Parmi les personnalités présentes figurait la seule survivante, Nadine Hessler. Des plaques commémoratives sont alors placées dans les établissements scolaires concernés. Au lycée Ampère, l'une des plaques est apposée à l'extérieur du bâtiment 31, rue de la Bourse, l'autre dans la cour d'honneur du lycée. Plusieurs discours émaillent cette commémoration du 27 janvier et en particulier celui de Robert Badinter, élève au lycée Ampère à Lyon en 1943. Sa famille est alors réfugiée à Lyon et son père est arrêté par la Gestapo lors de la rafle de la rue Sainte-Catherine le 9 janvier 1943 dans les locaux du comité lyonnais de l'Union générale des Israélites de France. Il mourra au camp d'extermination de Sobibor. De ceux qui sont partis de ce lycée, nous n'avons pas et n'aurons jamais leur dernier message. Et toujours, je me suis interrogée sur ce que pouvaient ressentir ces enfants, ces adolescents arrêtés, jetés à Drancy, précipités dans le train de la déportation et qui se retrouvaient sur le quai de la gare d'Auschwitz-Birkenau avec les SS, les chiens, la sélection et pour les plus infortunés, peut-être à cet instant, les plus chanceux d'entre eux, la mort immédiate dans la chambre à gaz. Quel était le sens ? Quel est le sens d'un pareil sacrifice humain ? Quelle interrogation se lève chez l'enfant ou l'adolescent qui marche, là, parmi ces déportés à gare, avec les hurlements des SS et des chiens, vers son dernier instant ? C'est au-delà même du génocide juif, que l'on appelle la Shoah, que le message d'Auschwitz s'étend. Ce message-là, il concerne l'humanité tout entière. Je regardais sur le panneau où il y a quelque chose, où il y a quelques photos, celle d'une petite jeune fille, et sous la photo, il était indiqué qu'elle était partie, déportée, avec sa sœur âgée d'1 an. 1 an. À partir de ça, on peut dire que dans l'enfant juif assassiné, alors là est le message. Souviens-toi et tire-en l'enseignement. Cet enseignement est double et constant. Il est double parce que, bien sûr, il y a le rappel de ce qui doit interdire à tout jamais le crime contre l'humanité, la conscience de ce rappel qu'il signifie, la nature monstrueuse de l'acte et aussi le caractère terrible de l'indifférence qui trop souvent permet l'acte. Les génocides ne sont pas arrêtés avec la libération du camp d'Auschwitz. Voici 60 ans de cela. Le monde a continué au-delà de l'Europe à connaître des génocides et je n'ai pas besoin de rappeler. Si l'on égrenait le tragique carillon du XXe siècle, si souillé de crimes contre l'humanité, on trouverait les génocides cambodgiens et les génocides du Rwanda, voici quelques années de cela. C'est dire que l'indifférence, d'une certaine manière, est toujours complice du crime et que la vigilance et la mobilisation, et je me tourne vers vous les plus jeunes, sont un devoir. C'est aussi cet appel-là qu'au-delà de la nuit, nous lancent nos frères et nos sœurs de l'ombre. Dans ce monde trop souvent chargé d'indifférence, on ne doit plus accepter l'impunité des criminels contre l'humanité. C'est désormais un devoir de l'humanité tout entière et aucune raison politique ne saurait entraver la Cour pénale internationale qui a été créée pour lutter, par le châtiment des criminels contre l'humanité. Justice et mémoire nécessairement se rejoignent. Mais il y a un temps pour la justice et un temps plus long pour la mémoire. Merci. Alors, Robert Badinter, ça a été évoqué dans le discours et je vous l'ai dit tout à l'heure, lui, il a vécu tragiquement et de plein fouet la Shoah dans sa famille de façon extrêmement proche, avec, il disait, beaucoup de cousins et surtout donc son oncle, sa grand-mère et son père. Son père, il va être arrêté rue Sainte-Catherine. Robert Badinter, ne le voyant pas revenir, sachant qu'il est dans ces locaux-là, va s'y rendre, monter les escaliers, croiser un officier de la Gestapo et réussir à s'enfuir par les escaliers en courant. Il dit qu'il croit avoir peut-être aperçu son père au fond d'une pièce, mais il n'en est même pas sûr. Et c'est évidemment un moment extrêmement
enfin qui définira très longtemps son identité. Et il va se retrouver lui-même, finalement, celui qui a aboli la peine de mort, y compris pour les pires criminels et sans exception. Il va se trouver face à l'épreuve de ces principes au moment où vont être arrêtés, traduits en justice, les responsables de ce qu'il a lui-même vécu. Il y avait beaucoup de débats à l'époque, évidemment, sur la nécessité ou pas de ces procès, et il se confrontait d'ailleurs notamment à François Mitterrand qui ne croyait pas en la valeur mémorielle de la justice et qui estimait que ces procès n'aidaient pas à la paix sociale. Finalement, après l'épuration, il y a eu un moment où De Gaulle lui-même dit qu'il fallait arrêter avec les procès, mais quand les grands nazis ou collaborateurs ont été arrêtés à cette période des années 80, Robert Badinter, lui, expliquait que le procès avait une fonction mémorielle indispensable. Ce qui est nécessaire, c'est que la vérité soit connue, établie dans tous ses détails, dans toute sa cruauté, et qu'on sache bien que les responsables de Vichy ont joué un rôle actif de premier plan dans la déportation des Juifs de France. Ce n'est pas le châtiment qui importe, c'est le jugement. C'est la force de la justice qu'on veut voir exercer. Il faut savoir ce qui est advenu. Il faut aussi l'apprendre aux jeunes générations. C'est une des raisons pour lesquelles les procès sont ici des contributions importantes. Là où certains, comme Mitterrand, disaient que c'est une affaire des historiens. Lui était très attaché à ça. Il a d'ailleurs fait passer une loi pour que puissent être filmés les procès d'intérêt historique, puisque pour lui, ça avait une valeur mémorielle indispensable. Et c'est comme ça que vont avoir lieu les procès Touvier, Papon et le procès Barbie, évidemment à Lyon. Donc Klaus Barbie, localisé en Bolivie, et Badinter va raconter que les services français vont lui dire on le liquide sur place ou on le traduit devant la justice en France. Et il va décider de le faire venir en France, que ce procès se tienne, alors qu'il est celui-là même qui a signé l'acte de déportation des Juifs de la rue Sainte-Catherine et donc de son propre père. On imagine ce moment de bascule quand il prend connaissance de cette localisation, de l'arrivée de Klaus Barbie en France, et il va le faire dormir à Montluc, à la prison de Lyon, où avaient été placés les Juifs dans l'attente de la déportation, car il voulait qu'il passe une nuit entouré des fantômes, des victimes qu'il avait faites. Et il a dit « C'est donc l'assassin de mon père que le destin avait conduit par des voies extraordinaires jusqu'à moi, qui avait la responsabilité première, comme ministre de la Justice, de veiller à ce qu'il soit jugé conformément au droit. » Si ça, c'est pas une épreuve des principes, quand on sait aujourd'hui, comme la présomption d'innocence est par exemple un principe piétiné, dont on estime que ce n'est pas un droit, mais une protection pour les prédateurs, pour les criminels. C'est justement dans les moments de crise qu'on éprouve ces principes. Et ce qu'il écrit là est une leçon extraordinaire. Et il va s'attacher à ce que ces procès soient des procès exemplaires, à ce que ces procès soient filmés, à ce que l'ensemble des droits de Klaus Barbie, puis plus tard de Papon, je vais en dire un mot, soient respectés. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, les droits des pires criminels sont nos propres droits. Et c'est cette leçon-là qui est, pour moi, la leçon fondamentale de l'œuvre de Robert Badinter. S'agissant de Papon, une fois qu'il sera condamné à 10 ans de prison, au bout de 15 mois, il va se prononcer en faveur de la libération de Papon, de la libération conditionnelle, en raison de son âge, 90 ans, en raison de sa maladie. Ce qui peut paraître
particulier, qui peut paraître critiquable pour certains, s'il a été rattrapé à cet âge-là et qu'il a été condamné, qu'il y reste. Non. Et Robert Badinter explique. C'est un vieillard. Le maintenir en prison à cet âge-là n'a, à mes yeux, plus de portée. Ce qui est important et essentiel, c'est l'œuvre de justice, la mise en lumière si importante pour les jeunes générations de ce qui est advenu, et la condamnation satisfait, à mes yeux, l'existence de justice. On dit crime contre l'humanité, je dirais qu'il y a un moment où l'humanité doit prévaloir sur le crime. Et donc il fait prévaloir sa propre humanité de ne pas laisser un vieillard en prison sur l'atrocité du crime pour lequel ce vieil homme est incarcéré. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui va lui valoir des critiques terribles. Il explique. Je n'avais plus reçu autant de courriers insultants depuis l'affaire Patrick Henry, au mieux de l'incompréhension, au pire des accusations de connivence ou de complaisance envers un homme que je n'avais jamais croisé et avec qui je n'avais rien en commun, rien. Et il l'a expliqué, ce sont beaucoup des juifs qui lui ont envoyé ces courriers et qui ne comprenaient pas que de nouveau il applique ces principes. Et donc c'est un homme qui a combattu, mais qui a vécu des haines à intervalles réguliers de tous les bords, mais qui pour autant est toujours resté solide dans ses convictions. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Évidemment, on en parle là comme d'une icône, évidemment dans sa vie personnelle, dans ses attitudes, de ce que peuvent raconter les gens, des défauts, mais la rectitude et son intransigeance sont quand même assez rares, je pense, dans les personnalités qui ont traversé le XXe siècle. Il s'est aussi beaucoup battu contre le révisionnisme en poursuivant Robert Faurisson. Il a toujours été convaincu que le travail de mémoire était imprescriptible, justement, et qu'il fallait toujours le continuer à travers l'histoire, mais aussi grâce à la justice. Donc voilà, c'est un phare, Robert Badinter, pour les avocats pénalistes. Quand il y a des tempêtes, il suffit quand on est critiqué pour le métier qu'on fait, et ça nous arrive peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, parfois comme ça, à la table d'un dîner, par quelqu'un que vous ne connaissez même pas, qui vous insulte presque pour le travail que vous faites, ou dans les médias, ou à la sortie d'un procès, mais il suffit de repenser aux critiques qu'il a lui-même essuyées, au combat si indispensable qu'il a mené pour se dire que finalement, ce qu'on subit n'est pas grand-chose par rapport à ce que lui-même a mené. Voilà, je suis évidemment pas complète sur tout ce qu'il y aurait à dire sur lui. Je ne peux que vous conseiller l'exécution pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui est le livre, un livre absolument fondamental sur ce que je vous ai raconté au début, à savoir comment cet échec qu'il va connaître dans l'affaire Bontemps va lui donner cette indignation au niveau des entrailles et qui va lui permettre de sauver la tête de Patrick Henry, et qu'on peut lire, je crois, assez jeune. Moi, je l'ai donné à mon fils de 12 ans. Je crois que c'est absolument fondamental de lire ça. Vous avez son livre aussi, donc sur sa grand-mère, Idis, qui est son livre le plus personnel. Les épines et les roses, qui est un livre plus politique, et qui est très intéressant. Et puis, voilà, vous avez ces pièces de théâtre. J'avoue que je ne les ai pas lues en entier, je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais notamment C3-3, qui est la pièce sur le procès d'Oscar Wilde. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Vous avez incarné les combats de Robert Badinter. Vous nous avez aussi fait comprendre que ces combats sont particulièrement actuels, puisque lorsque ces jeunes gens, et je les remercie aussi pour la qualité de leur incarnation de ces discours, eh bien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, certains termes nous paraissent d'une
criante actualité, et je crois qu'un certain nombre de discours pourraient être aujourd'hui tenus, et c'est pour ça qu'il nous paraissait aujourd'hui important que ces combats, cette humanité, ces valeurs puissent être transmises ce soir, et je suis ravi que vous l'ayez tous si bien mis en valeur. Et puis, ce que je vous propose, c'est de continuer d'abord entre vous cette transmission, de cette réflexion, mais aussi de la diffuser. Et puis aussi, puisque notre intervenante est une autrice, eh bien de venir dans quelques instants, elle va signer ses livres. Et ces livres aussi incarnent un autre combat, qui est peut-être plus celui d'Elisabeth Badinter, mais aussi le combat des femmes. Et on l'a vu que la justice et les femmes, c'est un très très beau combat, dont peut-être vous nous parlerez une autre fois aussi. Merci encore de votre venue, et merci à ces jeunes gens pour leur intervention.